Et maintenant, je donne la parole à Alexandra Pelivanova pour un exposé qu'elle a intitulé fort joliment « Violence de la langue, langue de la violence, parler des répressions nationales dans la Russie en guerre ». Здравствуйте, спасибо большое. Bonjour, merci. Je vais essayer de vous parler des grands défis auxquels nous avons été confrontés. Je vais vous parler des travaux que nous tentons de mener, également de ce qui attend la société civile en Russie et à la lumière de l'actualité dans le cadre de nos discussions. Nous allons parler également de l'agression russe en Ukraine, de la guerre menée en Ukraine. Et donc ces événements nous forcent à nous poser la question, qu'est-ce qui a fait que cette guerre soit possible? Quel est l'arrière-plan idéologique de la guerre dans la société? Qu'est-ce qui rend cette guerre intolérable? Et donc, quels sont les différents facteurs? Quels sont les éléments de notre histoire qui ont fait que cette guerre est possible, qui ont rendu cette guerre possible? Mais il y a peut-être des zones d'ombre dans notre travail et c'est important. Alexandre Edmondovitch a montré ce qu'a fait Mémorial dans l'étude conjointe avec la société polonaise s'agissant des répressions à l'encontre des Polonais. C'est un travail exemplaire avec les Polonais, mais malheureusement, ce travail n'a pas été fait avec d'autres victimes de la terreur soviétique. Il faudrait surmonter et déconstruire, avoir une meilleure compréhension des conséquences du système russe, voir un petit peu la société civile russe, faire un travail sur elle-même pour avoir une paix durable et un voisinage sûr à l'avenir, après la victoire de l'Ukraine dans cette guerre. Je vais vous montrer quelques diapositives qui vous donneront un peu de contexte dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, depuis 1 an et demi, au minimum 23 monuments, peut-être plus, des monuments consacrés à la mémoire des victimes de la terreur soviétique ont été démolis. C'est la tendance. Vous avez peut-être entendu également qu'on supprime les panneaux commémoratifs, on démolit les monuments. 23 au moins. Et pas moins de 17 de ces monuments sont liés aux répressions nationales. Et pas seulement à l'ère soviétique, des Lituaniens, des Polonais déportés, les Finlandais, les Latviens, les Tchèques, y compris. Et si vous regardez ces monuments, à gauche, vous avez le cimetière dans l'oblast de Vladimirsk, où sont enterrés des Polonais, des Ukrainiens et des Estoniens. Et là, ça, c'est à Irkout, un monument aux Polonais. Vous voyez, j'ai tenté de vous montrer sur cette photographie que ce n'est pas simplement un acte de vandalisme. On voit délibérément l'intention de détruire
Ce n'est pas un simple acte au hasard. On cherche à voir qui est derrière cela. Ce n'est peut-être pas un ordre direct des autorités, mais d'une manière ou d'une autre, on constate que ces actes sont couverts ou en tout cas approuvés par les autorités, même si ce n'est pas officiel. Alors vous avez ici un monument ou une plaque commémorative. Donc ce n'est pas toujours des victimes de l'ère soviétique. Et ici, ça se passe dans les années 60, une insurrection en Yakoutie. Vous voyez là cette plaque commémorative. Le monument a été d'abord couvert par une bâche et puis on l'a détruit. Puis aujourd'hui, il ne reste plus rien. Et ça, c'est en Bouriatie. À nouveau, on a enlevé la croix. Ici, une illustration dans un cimetière polonais et lituanien pour les personnes décédées, déportées en Komi et à Perm. Là, on a carrément démoli, il n'en reste rien du tout de ce monument. Ici, c'est assez intéressant, à Saint-Pétersbourg, un monument à la mémoire des victimes de personnes polonaises ou des victimes du NKVD. Bien, c'était détruit. Nous avons pas toujours de photographies, mais ce qui est important, c'est qu'on voit une volonté. Ici, ça a été très, très clair. Ils sont venus, vous voyez là sur la photographie, c'est pas possible que ce soit simplement des vandales qui aient pénétré le cimetière de nuit. Non, là, c'était vraiment intentionnel. Les fleurs avaient été apportées, puis le lendemain, tout a disparu. En hiver, ils avaient décoré le monument et 2 jours plus tard, tout cela avait disparu. Et voilà, ici à Saint-Pétersbourg, dans un autre cimetière, un monument aux Ukrainiens, victimes de la Grande Terreur dans l'oblast de Léningradskovo. Ici, en mémoire éternelle aux Ukrainiens, dès que la guerre a éclaté, les personnes sont venues avec des fleurs et puis ils ont supprimé la plaque et ils ont changé l'intitulé. Ils ont dit mémoire aux Ukrainiens. Donc la croix est toujours là et puis ils l'ont vite recouverte d'un sac poubelle. Mais si vous remarquez, les personnes continuent à apporter des fleurs. Il y a quelque chose d'écrit également. Dans un autre cas de figure, il se passe également. Bon, je voulais simplement vous dire aussi que ces monuments ne sont pas abstraits. Il n'y a pas que les minorités ethniques qui ont souffert. Il y a également les personnes d'Union soviétique qui ont souffert de la Grande Terreur. Mais ça ne s'inscrit pas dans la perception impériale de la guerre, parce que la majorité de ces personnes étaient des victimes de la Russie tsariste ou de la Russie soviétique. Donc ce sont des Russes qui se trouvaient à Irkoutsk ou à Tomsk ou ailleurs. Bien entendu, ils ont également été victimes de terreur. Il y a eu également des déportations. Voilà, j'aimerais passer aux diapositives suivantes, 2 ou 3. C'est également typique de ce qui se passe dans les territoires occupés
dans les oblasts d'Ukraine qui sont envahis par la Russie. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, outre les atrocités qu'ils commettent, ils suppriment également les monuments aux victimes de la grande famine Holodomor. Ici à Kherson, vous avez ces deux monuments qui ont été supprimés 2 jours avant la le jour où l'on célèbre cette grande famine. Et là, ici, vous avez à Mariupol, ils ont détruit le monument en mémoire aux victimes du Holodomor et de la terreur soviétique. Cela souligne le caractère génocidaire de la guerre menée par la Russie en Ukraine, à savoir la destruction et l'assassinat des civils et des citoyens russes, mais également supprimer tout ce qui est ukrainien, changer le nom des rues. Et voilà, ça montre un exemple, c'est un exemple supplémentaire de l'intention des Russes. Alors, j'ai un autre exemple pour lequel je n'ai pas de photographie. À Sandarmor, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de victimes de la Grande Terreur. À Sandarmor, c'est le site des fusillades de masse de la Grande Terreur, où ont notamment été fusillés une partie importante de l'élite culturelle nationale ukrainienne, des poètes, des écrivains de modernisme ukrainien qui écrivaient en ukrainien, je le souligne. Et donc, c'est une génération du renouveau des fusillés ukrainiens. Cette année, le mémorial a proposé que cette journée de commémoration des victimes de Sandarmor est célébrée chaque année et pas simplement une mémoire à toutes les victimes, mais plus particulièrement aux victimes, aux poètes ukrainiens, aux écrivains ukrainiens qui ont été réprimés parce qu'ils écrivaient en ukrainien. Il y a eu plusieurs oppositions à cette idée et au final, en août 2003, 2 actions ont été menées. Une action résolument pro-ukrainienne et une action. Donc c'est une action qui souligne le fait que c'est vraiment une journée pour les élites culturelles parce qu'elle faisait la promotion de la langue ukrainienne. Et puis, il y avait aussi une action menée par d'autres activistes qui voulaient dire que tout le monde était mis sur un point d'égalité et que tout le monde a souffert de la même pression par la répression en URSS. Donc, aussi étrange que ça puisse paraître, cette simple initiative a été fortement contestée par les actifs à Moscou. Il manque donc une approche unifiée dans beaucoup de domaines. On ne trouve pas de terrain commun. Les activistes qui étaient contre cette journée mettaient en exergue le fait que tout le monde était dans le même bain, sur un pied d'égalité. Alors que si on regarde au goulag ou dans les camps, certains parlaient russe, mais certains parlaient leur langue. Donc il y a des points de discordance. Et donc le fait d'étudier les groupes marginalisés et de consacrer des mémoires spécifiques à certains groupes de nationalistes, c'est l'une des tâches à laquelle Memorial s'est attelé. Bien sûr, la langue joue un grand rôle dans cette distinction. Et ce qui est important, Memorial a effectué des recherches là-dessus. Et le fait de pouvoir écrire dans sa langue, analyser également la langue et analyser la violence soviétique
par le biais des répressions concentrées sur les langues. Donc, je ne vais pas m'attarder dans cet angle-là parce que je sais que je suis déjà en retard. C'était important également aussi, c'était de sensibiliser la société sur l'importance de rendre hommage aux victimes et de faire comprendre le rôle des institutions officielles également pour donner une liberté aux associations qui font ces recherches de mémoire afin qu'elles ne soient pas, elles non plus, réprimées par les autorités. Et pour que leur travail puisse être effectué par le prisme de la société humaine et non pas qu'il soit repris par les autorités. Avoir une liberté de mémoire et également une liberté d'association. Ici, vous avez un monument à la mémoire des Polonais qui étaient déportés en Bouriatie, par exemple, ou ailleurs. Et ce qui était intéressant, c'était que lorsque ces monuments existaient, les défenseurs de droits humains en Bouriatie ou ailleurs établissaient des contacts avec leurs homologues polonais. Il y avait des interactions, mais depuis la guerre et depuis les mouvements activistes, et depuis que les activistes russes sont moins libres, font face à des mesures coercitives de la part des autorités russes, il y a moins de ces contacts. Et donc, eux-mêmes sont partis de leur région en Pologne. Et nous sommes en dialogue avec ces groupes pour apprendre et travailler avec eux sur la mémoire de la répression des Polonais sous la Russie soviétique et l'URSS. Donc, en Pologne, ils regardent la pratique polonaise et ils s'adressent à Mémorial avec différentes demandes. Donc, la donne a changé. Voilà, donc je voudrais, pour terminer, vous parler des différents groupes qui travaillent sur notre histoire. Nous tentons de faciliter le dialogue pour avoir une réflexion critique sur la question des victimes des répressions lors de l'époque soviétique dans différentes républiques. Souvent, il me semble qu'il va, dans beaucoup de cas, il faudra donc que l'on réussisse à documenter et à faire admettre à la société civile ces énormes infractions, que ce soit le Holodomor ou la grande famine également au Kazakhstan. Donc alors, je ne vais pas revenir sur l'Ukraine, mais ce que je souhaitais mettre en lumière à nouveau, c'est insister sur la réhabilitation en cours. Je pense que la réhabilitation, ce n'est pas vraiment le terme qui convient, mais la tendance actuelle de faire venir à la mode l'époque soviétique. Donc, dans les accusations à l'encontre de Mémorial, on parle de révisionnisme, donc on nous accuse. Et donc il faut protéger et il faut revoir, et il faut voir la question de la réhabilitation et voir si ce terme est approprié. Il est parfois donc ce n'est pas toujours le bon terme. Donc il faut travailler, il faut avoir une confirmation d'autorité d'État. Et donc un autre élément problématique,
dans l'histoire soviétique et dans la terreur, c'est le mythe de la Deuxième Guerre mondiale. Le discours grandiose de la Grande Guerre patriotique qui est promu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que l'URSS a vaincu ceux qui sont venus l'envahir. Cela va à l'encontre des infractions des droits humains. Et donc, aujourd'hui, on présente les choses comme simplement une guerre de défense de ces territoires. Mais quelles sont les valeurs? Quelles étaient les valeurs à l'époque de Staline également? Pourquoi il y a eu occupation de l'Europe de l'Est? Et revenir sur ces questions et voir qui étaient les nationalistes, revoir en profondeur. C'est important, parce que parler du nazisme dans les faits pourrait déconstruire l'idéologie sur le nazisme en Ukraine que l'on entend maintenant en Russie. Et si l'on s'en réfère aux législations récemment adoptées en Russie, xénophobes, à l'encontre de minorités, à l'encontre de tout ce que vous voulez. Donc, si l'on regarde ça, on voit bien que s'il y a nazisme, ce n'est pas en Ukraine. Je vous remercie.